Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin. Nous allons pour les contrepoints de la santé, nouvelle séance de rentrée. Nous sommes heureux avec Philippe Leduc, Renaud Degas, Françoise Millet de vous retrouver. Nous allons traiter, comme il se doit, d'un sujet d'actualité, les urgences. Et le 18, je vous rappelle 2 ou 3 éléments, si vous le voulez bien l'introduction. Le 18 septembre, il y a quasiment un an, jour pour jour, le président de la République et sa ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonçait leur plan Ma Santé 22. Depuis 6 mois, des grèves se poursuivent, notamment dans les services d'urgence et dans plusieurs centaines ou dizaines d'hôpitaux français. Depuis l'été, plusieurs séries de propositions de sortie de crise de la ministre de la Santé. Et encore ce matin, dans quelques instants, après les contrepoints de la santé, la ministre Agnès Buzyn proposera de nouveaux ateliers de travail, notamment sur la gestion des lits, sur les personnes âgées, et aux urgences et sur l'implication des soignants dans les urgences. Comment sortir de la crise? C'est la question que nous poserons à nos invités. Comment concilier le temps long et l'urgence d'agir? Pour en débattre, Oriane Plumet, que nous recevons, vice-présidente du collectif Interurgence. Vous êtes au centre des débats. Merci d'être avec nous ce matin. François Braun, vous êtes le président de SAMU de France. Urgence. SAMU de France Urgence. Et puis nous connaissons bien, évidemment, Jean-Paul Hamon, qui est le président de la FMF. Nous remercions tous ensemble nos partenaires de Contrepoint de la santé, je les cite, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, MSD, tous les patrons sont là, ces entreprises, BVA, Canon Médical et Carte Blanche et CARE. Nous sommes heureux de les retrouver. Philippe, première question. Merci Pascal. Bonjour à tous. Pascal, comme tu le sais, point n'est besoin de rappeler que la tension qui règne dans bon nombre de services d'urgence dit que cette crise est ancienne et que les rigueurs budgétaires n'ont fait que l'aggraver. On a l'impression depuis quelques années qu'on est entré dans une sorte de cercle infernal, la tension succédant aux incivilités, le découragement à la fatigue, l'exacerbation aux désillusions. Point n'est besoin non plus de rappeler qu'on connaît les solutions. Il faut traiter en même temps l'amont, l'aval et l'organisation au sein même des urgences, et pourtant, ça ne marche pas. Que faire? Oriane Plumet, est-ce que vous partagez cette description? On connaît les solutions, mais on n'arrive pas à trouver la manière d'organiser les choses. Jean-Paul Hamon, est-ce que ce n'est pas un peu vous le principal fautif, n'assurant pas assez les urgences dans la journée, les soins non programmés et la PDSA? 80% du territoire n'est pas couvert par la PDSA, la permanence des soins ambulatoires, alors que les Français privilégient d'ailleurs massivement, au moins dans leurs intentions, le recours aux médecins généralistes et non pas les urgences hospitalières, comme nous le montrera notre sondage BVA que nous détaillera tout à l'heure Odile Peixoto. François Braun, pourquoi dans certains services d'urgence ça marche, dans d'autres pas? Pourquoi certains utilisent des logiciels pour gérer les lits, d'autres pas? On voit bien que là aussi, il y a un problème d'exécution un petit peu de la réforme. Alors, Oriane Plumet, première question à vous, bien sûr. Pourquoi on n'arrive pas à appliquer les solutions qu'on préconise? Est-ce que c'est simplement une augmentation de lits ou est-ce qu'il faut être un peu plus malin et essayer de travailler tous ensemble? Il y a d'une part la médecine de ville, d'autre part l'organisation au sein des services d'urgence et il manque les fermetures de lits depuis des années dans les services d'aval. Là, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce qu'on est arrivé à un moment où il y a un blocage. C'est des temps d'attente qui s'allongent, des patients qui stagnent dans les urgences, des patients qui restent sur des brancards. À un moment donné, ça craque. Il faut effectivement repenser le service de santé, parce que là, ça arrive à bout de souffle, on sent que ça ne tient plus. Et d'autre part, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, je pense qu'il faut être capable de mettre des moyens sur la table et c'est pas seulement dans 6 mois, 1 an, 3 ans qu'il faudra le faire et c'est aussi maintenant qu'on a besoin de moyens, d'effectifs. Et la ministre commence à dire qu'elle est prête à rouvrir des lits là où c'est nécessaire. Alors là, oui, on commence à avoir un peu des mesures timides de peut-être arrêter des fermetures de lits, en réouvrir dans certains endroits. La responsabilité en revient aux ARS, aux agences régionales de santé qui vont un petit peu piloter justement chacun dans leur territoire ces ouvertures de lits. Et en parallèle, on constate, nous, tous les jours, qu'on a quand même des services qui continuent à fermer dans les hôpitaux. On entrera évidemment dans les détails, Oriane Plumet, mais les annonces, différentes séries d'annonces de la ministre de la Santé ne vous ont pas convaincu? Non.
Oui. Nous, ce qu'on demande, en particulier alors, nous en particulier, le collectif Interurgence dans son ensemble, là on est entré en grève, on est quand même dans un contexte de mouvement Où social, est-ce qu'on ça en faut est pas exactement l'oublier. aujourd'hui? Là actuellement c'est plus de 250 services d'urgence qui sont Ça en bouge grève. pas quand même. Ça continue à augmenter petit à petit, en tout cas on a très peu de sorties de grève, ça s'équilibre. Dans un contexte de mouvement social, effectivement, le but c'était déjà d'exercer nous notre droit d'alerte, de dire qu'il y a des problèmes sur le terrain, on va les faire remonter. Ça se base sur des revendications. On établit un préavis de grève, il y a des revendications dessus. On ne dit pas juste, excusez-moi pour le terme, mais c'est la merde, il faut faire quelque chose. Non, on expose nos propositions. Ça n'a pas du tout été entendu. Donc très bien, faisons un plan, essayons de réorganiser. Mais on reviendra avec Philippe sur cette question. 750 millions, c'est un détail de l'histoire? C'est pas un détail de l'histoire, mais c'est de se dire, on va utiliser finalement les fins de budget qui restent sur l'année pour les remettre sur les urgences, mais en fait très peu sur les urgences, juste sur l'amont et sur l'aval. Mais est-ce que vous concevez qu'on a l'impression que la ministre veut gérer, comme disait Pascal, le temps long et le temps court, et que c'est pas à peine de rajouter beaucoup trop, je dirais, d'argent sur les urgences, alors que le problème vient de l'hôpital et vient de la médecine de ville, l'amont et l'aval, comme on dit. Mais ça vient dans son ensemble, et je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes, dans la même temporalité. D'accord, débloquons des. Il y a urgence, ça lâche un peu de l'est. Là, il y a de l'urgence. Ouais. D'accord. Jean-Paul Hamon, alors 50% des patients qui vont à l'hôpital, à peu près, pourraient très bien être pris dans les cabinets de ville, des médecins généralistes. C'est ce que souhaitent aussi les Français. Alors, est-ce que, finalement, sans faire de provocation, est-ce que les médecins libéraux, les médecins généralistes, quand même, ne prennent pas le sujet à bras-le-corps? Je peux compléter, Philippe? Bien sûr. On n'a pas l'impression que ce soit votre sujet central. Nous étions, vous et moi, enfin, en tout cas, je vous ai écouté et entendu à Antibes, chez vos confrères de la CSMF, l'autre syndicat. On ne vous a pas senti extrêmement préoccupé par ces questions d'urgence. Est-ce que je me suis trompé? On n'est pas préoccupé par les questions d'urgence, on est préoccupé par le système de santé en général. Là, vraiment, on est en train de mettre une rustine sur un système qui s'écroule. Le plan urgence de 750 millions, tout le monde a bien vu que il venait de nulle part, qu'on en prenait. Il y avait un affichage pour faire 750 millions, mais on voit bien qu'il y a une partie de cet argent qui va être piquée dans l'argent qui est prévu pour les fameuses CPTS et l'organisation territoriale. Mais Jean-Paul Hamon, la question c'est pourquoi vous prenez, la question de Pascal, à la nôtre, pourquoi vous ne prenez pas ce sujet des soins non programmés, des urgences en ville à bras-le-corps? Mais on les prend à bras-le-corps. Comment? J'étais à un think tank mardi dernier, je crois, aux Échos, où vous étiez. J'ai dit à Nicolas Revel qu'on avait proposé une prise en charge des soins non programmés territoriales avec une régulation libérale, un numéro d'appel unique qui régule l'accès du patient. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas avoir accès à votre médecin traitant, vous appelez ce numéro, vous avez immédiatement un SMS qui est envoyé au médecin traitant dont le patient appelle, et ensuite on le dirige vers un médecin qui est volontaire sur le secteur. Je propose à Nicolas Revel de rémunérer quand même le médecin qui dégage des plages pour prendre en charge ce patient, ce soin non programmé régulé, de majorer de 15 euros cet acte. Ça lui éviterait d'abord un passage aux urgences, et deux, via les MIGAC, ça évite de 200 ou 250 euros de dépenses budgétaires. Et je rappelle qu'à ce moment-là, Nicolas Revel parlait de la gouvernance unitaire, vous savez, cette fameuse fongibilité des enveloppes. Et là, on a cette réponse disant mais les médecins généralistes, ils font du soin non programmé déjà comme ça, suffisamment, il n'y a aucune raison de majorer. D'un côté, si vous voulez, non, mais attendez, ce qui est insupportable, c'est qu'on a proposé... Vous en voulez plus, toujours? Non, mais c'est pas qu'on en veut plus. Non, mais attendez, il faut arrêter de charger la mule. Parce que j'étais hier encore avec Mathias Vargon, qui dirige un service d'urgence, qui dit c'est pas 50%, mais il y a quand même peut-être 30% des passages qui pourraient avoir aux urgences. En fait, le vrai problème... Non, 30, mais rien que 30%. C'est énorme. Rien que 30%, c'est énorme. Et quand on dit 10 millions de passages supplémentaires, etc., si vous rapportez ça seulement aux 50 000 médecins généralistes sur 260 ou 260 journées, ça fait jamais qu'une consultation par jour et par médecin. C'est pas insurmontable, mais il faut instaurer une vraie régulation libérale, mais en vraie collaboration avec le 15, mais une vraie régulation libérale. Le 177, on est pour, indépendamment du 15, mais en connexion avec le 15, que le 15 sache que ces médecins-là sont disponibles pour des soins non programmés et qu'on valorise ces soins non programmés. D'accord, alors on va y arriver, on va parler du SAS, le service d'accès aux soins. Après, on va donner la parole à... Juste pour dire que vraiment, les médecins libéraux en ont plus que marre. Pourquoi ? Il y a une désertification galopante. L'Île-de-France, 70% des zones prioritaires. D'accord ?
Bon, on dit les médecins généralistes ne sont pas débordés, peuvent pas. Mais réglons d'abord le problème de la désertification. Donnons les moyens aux médecins d'accueillir correctement les patients avec du personnel, des locaux corrects. Faisons connaître l'exercice libéral aux internes qui n'aient plus peur de s'installer. Moi, je peux vous dire que les internes qui sont chez moi actuellement, j'en reçois depuis 38 ans, d'accord ? Ils me disent, mais quels signaux négatifs on envoie ? On nous dit que ce métier pourrait être fait, et dans le plan urgence, on en rajoute, il pourrait être fait par les infirmières aux pratiques avancées, par les pharmaciens, là, les pharmaciens qui viennent signer le TROD, par les kinés qui vont voir les Jean-Paul Lamont, on va passer la par parole la à... téléconsultation. Quels signaux négatifs on donne aux médecins en leur disant est-ce qu'ils vont avoir envie de s'installer ? Mais Quel métier on va faire ? On a l'impression, Jean-Paul Lamont, que vous êtes toujours contre. Vous êtes contre la délégation de tâches, vous êtes contre que les pharmaciens vaccinent, prescrivent des antibiotiques contre la cystite. Je suis Est-ce que pour vous n'êtes que pas le un petit peu sur... Je suis pour que le médecin généraliste ait les moyens d'exercer correctement son métier, soit un métier de premier recours et collabore, qu'on supprime enfin la concurrence entre la ville et l'hôpital, qu'on cesse de demander à l'hôpital d'être rentable à tout prix. J'avais proposé même qu'on mette la dette hospitalière dans la CADES et qu'on l'aurait remboursée en 2026 au lieu de 2024 et on aurait pu se lancer dans une vraie réforme. Moi, c'est ce que j'attendais de Macron. Pas des rustiques. Ça valait pour la dépendance. On a un peu l'impression, c'était ma question après tout, en observateur, on peut vous le dire, on a l'impression que depuis les années 2000, probablement début des années 2002, 2003, 2004, les médecins, notamment généralistes, se sont désintéressés de la question des urgences. Votre réponse, on a cette impression. Mais absolument pas. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, moi je suis installé depuis 46 ans, à une époque où il n'y avait ni SOS ni le SAMU. D'accord ? Bon, on faisait des gardes de nuit parce qu'on savait qu'on était généraliste, on savait qu'on était là pour en chier. Donc mais vous en faites plus. Mais attendez, mais en 2002, quand il y a eu le mouvement des médecins généralistes, on sortait le soir pour des scènes de ménage ou pour des crises d'angoisse. Franchement, et sur le Calvados, où ils ont supprimé les gardes de nuit, mais ils ont instauré une vraie régulation. Il y a 14 appels. Ils ont mutualisé avec le SAMU, qui, si le patient ne peut pas se déplacer, c'est le SAMU qui sort, même si ce n'est pas une urgence vitale. Moyennant quoi, la démographie dans le Calvados, qui était en train de s'effondrer, recommence à fonctionner. Et les libéraux tiennent le territoire pendant la journée. On parle de Laval. Vous avez l'hospitalisation à domicile libérale du pays de l'Orient, qui est exemplaire. 95% des médecins libéraux, infirmières, kinés, pharmaciens, participent à l'HAD libéral parce que l'HAD a fait les choses inverses, c'est-à-dire que ce sont les salariés de l'HAD qui prennent la nuit et qui prennent les jours fériés. Et les libéraux tiennent la route pendant la journée. Pourquoi on ne prend pas exemple sur des trucs qui marchent comme ça ? On voit qu'il y a des expérimentations qui marchent, mais il y a des lieux où ça ne marche pas. Jean-Paul Lamont, on va passer la parole à l'hôpital, je dirais. Alors, vous n'êtes pas que l'hôpital, vous êtes le SAMU, mais enfin bon. Comment ça se fait que ça marche bien dans certains services d'urgence ? Bichat, Pompidou, Corbeil, Poitiers, et pourquoi pas dans d'autres ? Est-ce que quand même il n'y a pas un problème d'organisation au sein même de l'hôpital pour gérer les lits et gérer l'aval ? Ce qu'on voit dans la crise actuelle, c'est que et même dans les réponses des uns et des autres, c'est que le problème est multifocal. Donc il n'y a pas un seul problème, donc il n'y a pas une seule solution. Et ça, c'est quand même au moins intéressant de voir que cette analyse a été portée jusqu'à notre ministre et que visiblement elle a quand même compris un petit peu ça. Alors pourquoi ça marche dans certains endroits ? Eh bien, pour avoir fait un peu le tour d'endroits où ça marche, d'endroits où ça marche pas, l'équation est assez simple. Quand vous avez un directeur d'hôpital qui est maintenant le patron tout puissant de l'hôpital depuis la loi HPST, quand vous avez une communauté médicale représentée par le président de la CME, et quand vous avez un responsable de structure de médecine d'urgence qui s'entendent et qui vont dans le même sens, eh bien ça marche. Voilà. Simplement. Donc c'est c'est la responsabilité du directeur ou des trois ? C'est un peu la responsabilité des trois, mais je me souviens de discussions face à notre président Sarkozy quand la loi HPST est sortie. Je lui ai dit mais c'est très bien qu'il y ait un seul patron à l'hôpital, mais il faut qu'il assume tout. Et on est dans une situation où c'est très difficile d'assumer. Vous savez, pour un directeur d'hôpital, est-ce qu'il vaut mieux se fâcher avec le chef de service des urgences ou avec les 15 autres chefs de service ? Et alors, quand c'est du CHU, je vous en parle. Qui doit siffler un peu la fin de cette difficulté-là ? Parce que c'est quand même pas normal qu'au sein d'un hôpital, on n'arrive pas, alors qu'on sait comment faire, organiser les urgences et la gestion des lits d'aval, et que ça aille dans les services de spécialité qui ne veulent pas forcément accueillir ces patients des urgences. Et vous nous direz ce que vous pensez des confrères libéraux. Mais je pense du bien de tous les confrères. Mais alors, essayons d'avancer le débat. Voilà. Non, mais si vous voulez, le problème de l'hôpital, c'est qu'il a été structuré, conçu
financés maintenant par la T2A avec un objectif qui est la rentabilité, qui peut être compris pour plein de problèmes, mais cette déviance de rentabilité a fait que on hospitalise des patients entre guillemets rentables, des patients où c'est plus simple, on fait de l'hospitalisation programmée parce que comme ça on est sûr de remplir ses lits à 98-99%, alors qu'on sait depuis des années qu'un service de médecine qui remplit ses lits à plus de 85% n'aura plus de lits pour les urgences. Ça a été largement prouvé. Donc on voit bien que quand on parle d'une refonte globale du système, oui, il faut une refonte globale du système. Et du financement, ce que propose la ministre. Et du financement. Quand on dit que le système est en train de s'effondrer, il n'est pas en train de s'effondrer aux urgences, il est en train de mourir. Et les soignants ont levé la barrière très vite et ils ont raison parce que ça a fait bouger les lignes. Et il faut des mesures immédiates dans les 2 mois qui viennent pour lever la pression sur nos services d'urgence. Sinon, on ne passera pas l'hiver. D'accord. Justement, il y a une des mesures que propose la ministre, c'est le SAS. Vous aviez déjà dit que vous ne passeriez pas Pascal. l'été. Visiblement, vous l'avez passé. Pascal. Voilà, mais l'hiver qui vient. L'hiver qui vient, oui. Non, le SAS, le service d'accès aux soins que propose la ministre, vous avez 2 mois pour trouver des solutions avec un numéro unique et ça sera géré par le SAMU, par vous et par les médecins libéraux, les CPTS qui sont, paraît-il, en train de se mettre en place. Comment ça va se passer? Quel numéro unique? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? Et puis aussi, Oriane Plumet, est-ce que c'est la solution? Et comment faire en sorte que ça soit la solution? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait s'échelonner dans le temps, les mesures. Le SAS, c'est très bien, on va en parler, mais ça ne va pas apporter d'effet tout de suite. Ce qui est important pour nous, c'est d'apporter tout de suite des effets sur l'aval des urgences. C'est de mettre en place ce besoin journalier minimum un lit pour permettre de lever la pression là, maintenant, tout de suite sur nos services. Et pourquoi ça ne se fait pas là? Il faut tordre un peu le bras des directeurs, de nos confrères hospitaliers, et c'est ce qui va être fait là, avec les mesures qui sont annoncées. À Bichat, ça se passe comme ça. Les chefs de service hospitaliers râlent, mais ils reçoivent les patients des urgences. Oui, comme quoi c'est une volonté d'organisation au sein de l'hôpital. François Braun, vous n'avez pas le sentiment quand même que vous avez, enfin vous, les gens des urgences, du SAMU, une part de responsabilité, dans le fond, en filigrane au moins, dans cette crise? Parce que on a un peu. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, mais franchement, vous, mal. Oui. Tout spécifiquement vous. Non, mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait une vision. Je commence à avoir quelques dizaines d'années dans cette partie. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Ouais. C'est pas question de montrer quelqu'un du doigt. Les patients sont responsables, entre guillemets. C'est-à-dire que la volonté d'avoir tout de suite, c'est une volonté de société. Nos collègues généralistes sont responsables. 2002, 2003, la grève, l'arrêt de la permanence des soins, avec des bonnes raisons, c'est pas le problème, mais qui a rebasculé sur l'hôpital. Les urgences, nous sommes responsables. Dans une logique de financement à l'activité, au volume, j'ai connu l'époque des années 90, on disait venez aux urgences, on peut tout faire. Ben non, on peut pas tout faire. L'hôpital est lui-même responsable dans toutes ses composantes. Donc on a vraiment une responsabilité collective sur la situation actuelle. On a donc une réponse qui doit être collective. Nous avons fait un pas. Voilà, non mais bien sûr, Oriane Plumet, est-ce que ce SAS, ça vous paraît une bonne réponse? Et peut-être votre avis aussi sur l'aval, ce que proposait François Braun. Tout de suite, il faut un lit dans les services hospitaliers. Est-ce que ces 2 éléments sont des bonnes réponses? Alors le SAS, pour l'instant, je dirais que c'est quand même très flou pour pouvoir en parler. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle nous l'a présenté, la ministre, quand elle nous a reçus au ministère. C'était il conviendra que ce soit vous qui vous réunissiez encore plusieurs fois afin d'en définir les modalités de fonctionnement. C'est vrai, c'est encore un peu flou, mais dans 2 mois, ça le sera moins. Bon, la question qui s'amène, c'est à quoi ça va vraiment servir? En fait, créer un nouveau système de régulation. D'accord, mais effectivement, le système de régulation, il existe déjà, ça s'appelle le 15. Il fonctionne déjà dans plusieurs endroits avec des médecins libéraux. Vouloir que ce soit quelque chose de plus global, qui permette de faire, en plus de la téléconsultation, qui permette de pouvoir faire de la réorientation directement dans des cabinets de médecine libérale, d'accord, très bien. Mais donc du coup, pour ça, on est capable de débloquer 340 millions d'euros. Et en parallèle, on se dit, bah non, du coup, les urgences, on n'y touche pas. C'est prendre le problème par un bout. Il faut faire les deux. Comme il a dit, effectivement, il faut des deux. Enfin, il faut de tout. Ça ne peut pas suffire à répondre à l'état actuel du système de santé. Non, mais Jean-Paul Hamon, sur le SAS, que c'est vraiment la clé. Il y a 340 millions, comme vous le rappeliez, d'argent pour créer le SAS. Vous avez 2 mois pour proposer des choses très précises. Est-ce que c'est la solution? On verra sur le numéro, le 15, le 116, 117. Est-ce que vous, libéraux, ça marche dans certains endroits, vous êtes prêts à enclencher fortement ce mouvement? Je complète. Peut-on reprocher à la ministre de vouloir, et au gouvernement, de vouloir vous associer les uns et les autres à une nouvelle méthode, à une nouvelle organisation?
Mais on peut pas lui reprocher ça, mais franchement, quand on voit ce qui est proposé... Et c'est à vous de le proposer, rien n'est proposé, c'est encore flou. Attends, mais il y a le SAS, d'accord, mais le SAS, c'est quoi? C'est le SAMU plus la téléconsultation, d'accord? Non, je regrette infiniment. Les libéraux. Non, mais c'est le 15. Elle l'a dit, c'est le libéraux 15, aussi. c'est un nouveau 15, plus la téléconsultation. Et quand on voit déjà, si tu veux, à quel point les téléconsultations désorganisent le système de soins, se tamponnent complètement du parcours de soins, et que la Sécu laisse faire, là, il y a eu tout un truc sur les 60 000 téléconsultations qui se sont tenues. Je peux te dire qu'il n'y a aucune coordination de soins, il n'y a aucune coordination, aucun respect du parcours de soins. On a une fois encore l'impression que vous êtes toujours contre. Non, je ne suis pas contre, la preuve. Comment faire vous pour avez avancer? dit les libéraux se sont désorganisés, se désintéressés du parcours de la permanence des soins. C'est faux. En 2002, on a dit c'est pas la peine qu'on reste la nuit, qu'on mobilise des gens la nuit parce que pour des crises d'angoisse ou pour des scènes de ménage, parce que c'est ce qui arrivait. Donc on s'est dit ok, on va mettre des maisons médicales de garde. On les a mises. Il doit y en avoir près de 400 sur France entière. Moi, j'en ai monté une intercommunale pour 300 000 habitants. Je l'avais dimensionnée pour avoir 12 000 patients parce que je pensais, vu l'activité qu'il y avait, qu'il y en aurait 12 000. Il y en a 4 000. OK, parce qu'il n'y a aucune régulation. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de mettre la pression sur 200 000 médecins que sur 45 millions d'électeurs, mais il faut quand même éduquer le patient au bon usage de l'hôpital, faire une vraie régulation. Et donc, cette régulation, nous, on a proposé. On a fait des maisons médicales de garde. Là, on propose, en pleine désertification, d'accord, on propose de prendre les soins non programmés en charge avec une régulation libérale, 116, 117. Que dit le directeur de la Caisse d'assurance maladie? 15 €, c'est scandaleux. Vous êtes toujours etc. monsieur Plus, non, vous. Toujours non, mais plus. c'est pas Monsieur Plus. Mais quand quelqu'un libère des plages. C'est normal que quand quelqu'un prend une garde, c'est normal que le gars soit rémunéré. 25 €, c'est déjà la consultation la plus basse d'Europe. On est dans une désertification galopante. 70% d'Île-de-France est en désertification. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est la faute des libéraux si les gens s'entendent aux urgences. Mais je regrette infiniment. Il n'y a aucune régulation, aucune éducation du patient, aucune responsabilisation du patient. Donc, et en plus, vous avez des gens. Moi, je suis bien au courant de ce qui se passe aux urgences parce que je soigne aussi des infirmières qui sont aux urgences de Béclair, dont j'ai des nouvelles en direct. Je sais exactement dans quel état elles bossent, les pauvres filles. C'est un vrai scandale. Et dans quelles conditions les patients souvent traitent le personnel soignant. Donc je suis parfaitement au courant des conditions dans lesquelles vous bossez. Jean-Paul Hamon a bien compris ce que vous vouliez dire. Mais on va voir si on peut faire avancer le débat. Il y a le numéro, il y a quand même la réorganisation. C'est ce que souhaite la ministre. Elle vous dit qu'il n'y a pas de régulation. On vous propose de réguler avec un numéro unique. Alors là, il va y avoir une bagarre, 15 ou 116, 117. Et alors, une question précise, est-ce que le SAMU peut, comme c'est proposé, emmener des patients, donc qu'on ait cité le SAMU, dans un cabinet de ville libérale? Est-ce bien raisonnable? Mais, Et je peux compléter? Non, cette fois-ci non. Allez-y, François Braun, non répondez. seulement c'est raisonnable, mais c'est déjà fait. C'est ce que nous faisons déjà dans plein d'endroits, en emmenant par ambulance des patients au cabinet du médecin généraliste. On le contacte par téléphone avant, on lui amène le patient pour qu'il voit le patient, si vraiment il y a besoin ou pas. Et ça n'aurait pas dû nécessiter le SAMU? Non, alors là aussi, attention aux termes qu'on utilise. Le SAMU, c'est la plateforme de régulation médicale. C'est pas le gros camion. C'est pas le gros camion. Le terme de SMUR ne passe pas dans la population, tant pis. Après, vous avez les équipes du SAMU qui interviennent, mais le SAMU, c'est aussi faire intervenir un médecin généraliste, un conseil médical, une visite, une consultation, une simple ambulance qui peut emmener vers le cabinet médical. Donc on a toute une palette de solutions. Je dis souvent que le SAMU, c'est le chef d'orchestre. Et puis le chef d'orchestre, il a des groupes de musiciens. Et en fonction des musiciens qu'il a, vous allez faire de la musique de jazz, vous allez faire de la musique symphonique. Donc voilà, le SAMU... Donc il faut renforcer le travail du SAMU alors. Alors, le SAS, c'est le SAMU, ça on l'a tous compris, mais c'est le SAMU avec plus de choses. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les SAMU? Il y en a un certain nombre, dans le mien, où nous avons des médecins généralistes H24 à côté de nous, qui régulent les appels qui arrivent par le 15, qui arrivent par le numéro de la permanence des soins, aux horaires de permanence des soins. Ça ne pose aucun problème, ça fonctionne en totale coopération. Mais il y a des endroits où ça fonctionne moins bien. Et j'ai entendu mes collègues libéraux qui ont l'impression d'être pris pour la 5e roue du carrosse, qui ont un strapontin dans un coin, Comment etc. faire pour en sortir? On voit bien que la réaction du médecin libéral est souvent un peu vive. Non, mais pour en sortir, le SAS est une des solutions. Le problème, c'est qu'on rajoute un nom sur des choses qui existent déjà. Mais le SAS, c'est quoi? Quelle est la problématique? La problématique, c'est la gouvernance de ces plateformes de régulation médicale. C'est pas des histoires de numéros, de machin. De toute façon, les numéros, c'est dépassé. Avec tous nos outils connectés, vous allez plus faire un numéro demain. C'est comment on assure la gouvernance de ces plateformes en totale collaboration entre libéraux
et hospitaliers. C'est ça le problème. Je pense que les hospitaliers ne veulent pas se sentir sous la coupe des libéraux, les libéraux ne veulent pas se sentir sous la coupe des hospitaliers, et on a 2 mois pour trouver un mode de Et fonctionnement vous allez y arriver? qui nous agrée. Mais bien sûr, on va y arriver. On n'a Oriane pas, Plumet, pas d'autre solution. Est-ce que ça, vous êtes en plein soleil, là, vous voyez, le soleil vient sur vous. Quel est votre sentiment? Parce que ça, c'est une meilleure organisation de la régulation, ça paraît logique. Oui, ça paraît logique, mais effectivement, comme on l'a dit, c'est déjà fait. Alors, Il faut l'améliorer, c'est ça l'idée. Il y a des endroits où ça fonctionne mieux que d'autres. Il y a des endroits où, de toute manière, ça a du mal à fonctionner parce qu'il y a aussi des désertifications médicales. Donc, réguler différemment, c'est bien, mais effectivement, quand on n'a pas d'endroit où envoyer les patients, ça ne change pas le fond du problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on n'a pas encore entendu pour l'instant, c'est les régulations communes qui peuvent être faites aussi avec les pompiers. Il ne faut quand même pas les oublier. Il y a des endroits où c'est quand même... en congrès. Les départs qui se font sur intervention, c'est quand même absorbé énormément par les pompiers. Alors c'est vrai que sur Paris, c'est un petit peu spécifique. C'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Voilà, c'est un fonctionnement qui peut être parfois un petit peu différent. Enfin... C'est des systèmes de régulation différentes qui ne peuvent pas, qui devraient pouvoir travailler ensemble. Et là, pour l'instant, dans le plan de la ministre, les pompiers n'en entendent pas parler. Donc c'est aussi normal qu'eux se retrouvent en grève, finalement, quelque part. Oriane Plumet, dans quel type de service, ça, selon vous, quand vous interrogez vos collègues, ça marche mieux, et dans quel service ça ne marche pas? Quelle typologie? Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des services où ça marche vraiment mal? Alors des services où ça marche vraiment mal, il y en a plein. On ne va pas tous les citer. Des services où ça en fonctionne typologie, bien, finalement, nous, on a très peu de contact avec eux, étant donné que ce n'est pas forcément ceux qui sont en grève. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de Bichat. Ok, très bien. On en entend beaucoup parler à la télévision en ce moment. Ils font des superbes reportages. C'est bizarre, d'ailleurs, quand on voit ce type de reportage, on ne voit pas les paramèdes. On voit le chef de service, on voit le cadre de santé. Et puis pourtant, les infirmiers sur le terrain, on les voit pas, on les entend pas. Ils sont en grève aussi à Bichat. Oui. Enfin, moi, je pose la question. Oui. Je n'ai pas la réponse. Et selon vous, c'est plutôt une grève de soignants ou c'est une grève de médecins? Est-ce que les médecins vous suivent maintenant? Alors maintenant, les médecins nous suivent. Il va falloir le temps que ça rentre un petit peu aussi dans... Pas tous les médecins. Pas tous les médecins encore. Monsieur Pelouse vous suit. Pour l'instant, il y a effectivement un dépôt de un préavis de grève national qui a été déposé, qui appelle les médecins urgentistes, que ce soit dans les services d'urgence ou dans les SMUR, à se mettre en grève autour des revendications communes que finalement nous on porte depuis le début, qu'on a fait voter en motion sur notre dernière assemblée générale, qui reprend les 3 revendications phares, qui sont des augmentations de l'attractivité des personnels soignants avec des revalorisations salariales et des arrêts d'emploi précaires. Parce que quand vous avez des personnes qui viennent en CDD, qui ne sont pas reconduits, ou finalement qu'on n'arrive pas à titulariser, qu'on a un manque d'effectifs, donc du coup on emploie à tout va des intérimaires, ça se mord la queue. Il faut du coup augmenter les effectifs. Et puis augmenter le capacitaire en termes de lits, parce que les patients, ils ont besoin d'être hospitalisés, et on aura beau réorganiser les soins, les patients qui doivent être hospitalisés doivent l'être. La ministre a, dans son plan, il y a un plan de refondation avec un grand nombre de mesures. Elle offre aux professionnels non médecins, c'est-à-dire aux soignants, des compétences élargies pour prendre directement, je cite, en charge les patients. Est-ce que ça, vous qui êtes infirmière à la Pitié, salpêtrière, est-ce que ça vous satisfait? Alors il y a les IPA, c'est-à-dire les infirmières de pratique avancée, enfin il y a tous les soignants, il y a même les pharmaciens également, les kinésithérapeutes qui sont appelés à la rescousse. Est-ce que ça réponse, et après on passera au sondage pour savoir ce que pensent les Français. Les compétences élargies, ça peut être, c'est intéressant. Nous, ce qu'on demande déjà, effectivement, c'est de pouvoir avoir une montée en compétences des personnels non médicaux. Très bien. On demande aussi déjà à ce que nos compétences soient reconnues, sans forcément nous en donner des nouvelles. Mettre en place des protocoles de coopération. D'accord. Ça a été imaginé pourquoi? Ça a été imaginé déjà pour pouvoir libérer du temps médical, de pouvoir demander à ce que ce soit l'infirmier qui prescrive dès l'accueil des radios de manière anticipée et qu'elle fasse des points de suture. Bon. Alors, hormis le fait que ça touche un petit peu au décret de compétences des infirmiers, des IBOD, des IAD, le temps médical pour une radio, il est quasiment nul. Un médecin qui doit aller regarder rapidement une entorse de la cheville, il est capable, ça ne va pas lui prendre 30 minutes de dire d'accord, il faut une radio. Bon, très bien. Donc les protocoles de coopération,
Ok, essayons, mettons-en un ou deux. Et après, c'est très différent de l'infirmière de pratique avancée, qui là est vraiment un métier à part. Là, on passe sur une formation supplémentaire et avec un rôle en plus là, de l'infirmière de pratique avancée sur lequel on n'est pas d'accord entre différents secteurs de soins. On a parlé des IPA aux urgences. D'accord, mais quel est l'intérêt de mettre un infirmier de pratique avancée au sein même des urgences? Quelles seraient ses compétences? Quelle serait la plus-value? Nous, ce qu'on défend, c'est qu'il puisse y avoir des infirmiers de pratique avancée qui auraient des soins supplémentaires dans leur bagatelle là, de soins, mais aussi de responsabilité. Est-ce que ce serait pas plus intéressant que ces infirmiers de pratique avancée puissent exercer peut-être plus en libéral, par exemple, ou avec un exercice mixte intra-hospitalier et extra-hospitalier sur des soins primaires? C'est plutôt un honneur de prendre les urgences en compte. Alors, je ne dis pas qu'elles ne doivent pas être prises en compte, mais je dis juste qu'en fait, on le fait déjà, notre travail aux urgences. Quelle Quelle serait la plus-value d'un infirmier avec des compétences Le fait de pouvoir supplémentaires au sein recoudre même certaines des urgences? plaies, est-ce que pour vous c'est une avancée? Ça ferait gagner du temps aux médecins ou pas? Ou c'est pas très compliqué de recoudre? Alors, je ne dis pas que c'est pas compliqué, je dis effectivement c'est un nouveau soin. Oui. Personnellement, je sais pas, ça ne me remplit pas de joie de dire que je vais aller suturer quelqu'un. Et c'est vrai que dans les services d'urgence, la majeure partie du temps, c'est le pauvre externe qui se retrouve à faire les sutures à tour de bras. Moi qui ai recousu pas mal, j'aimais bien. François Braun. Oui, alors la problématique des infirmières de pratique avancée aux urgences m'intéresse beaucoup puisque c'est quelque chose qui a été porté par SAMU Urgences de France, justement. Alors, quelle peut être sa plus-value? Bien sûr, il y a les protocoles de coopération qu'on peut faire pour le traitement de la douleur, qu'on fait déjà, sur les radios. Et déjà, c'est bien qu'on reconnaisse ça. Parce que pour l'instant, c'était fait à l'œil. Donc là, il va y avoir quand même une petite rémunération, mais supplémentaire par rapport à ça. Maintenant, quelle est la plus-value de l'IPA? Là aussi, essayons de réfléchir sur l'ensemble de la filière et du parcours de soins. Au jour d'aujourd'hui, une infirmière d'organisatrice de l'accueil, nos fameuses IOA, qui voit très vite les patients quand ils arrivent. Le patient qui arrive aux urgences, il est vu dans les 10 minutes, même si après il attend. Mais il est vu par une infirmière à qui on donne la responsabilité de trier, de dire c'est grave tout de suite ou pas, avec bien sûr une supervision médicale derrière si besoin. Mais aujourd'hui, cette infirmière, moi je suis confronté à ça aujourd'hui dans mon service, on ne peut pas lui donner la responsabilité de renvoyer les patients vers la médecine de ville. Or, c'est ça qui va être aussi intéressant pour moi au niveau de l'IPA, c'est-à-dire une vraie compétence, une vraie responsabilité. Parce que quand on demande aux médecins de renvoyer les patients vers la médecine de ville, vous savez, moi ça m'arrive, la dernière fois, c'était 2 patients anglais avec une angine visiblement. Si c'est des Anglais, bon, ça passe. Mais non, mais le temps de les examiner, c'est très très rapide. C'est très rapide. Et après, le temps de leur expliquer qu'il faut qu'ils reprennent le bus pour aller à la maison médicale, qui est pas loin, certes, mais il faut quand même prendre le bus. Eh bien, le temps de leur expliquer, c'est beaucoup plus vite fait de leur faire leur ordonnance d'antibiotiques et de les faire partir. Et ça, c'est un dysfonctionnement. Tant qu'on continuera à faire ça, eh bien, les gens n'iront pas vers la médecine de ville. Alors, il faut les réorienter. C'est une des missions qu'on veut confier à l'IPA demain. Sondage. On a encore beaucoup de questions et ne soyons pas décousus, Philippe. Juste un petit rappel avant que Odile vous fasse un point. N'oubliez pas de poser vos questions sur #contrepoint-santé via Twitter. J'ai une ou 2 questions pour l'instant, mais vous pouvez y aller. Et vous avez des fiches sur vos tables avec la formulation. Alors, Odile, quels sont les sentiments des Français? Et que nous dit BVA? Alors, tout d'abord, comme à chaque contrepoint, la cote de popularité du gouvernement en matière de politique de santé, on est inexorablement stable, 32% d'opinion favorable qui pensent que la politique de santé du gouvernement en matière de santé va dans le bon sens. C'est très très stable, c'était le même résultat avant l'été. Voilà, donc et alors on voit que ce sont plutôt les hommes qui sont un peu plus favorables, plutôt les plus jeunes et plutôt dans les grandes villes. Donc pour venir à notre sujet, il y avait une première question qui était, vous personnellement, en cas d'urgence non vitale, vous pensez en priorité à votre médecin généraliste, à appeler le 15, à aller directement à l'hôpital ou à appeler SOS Médecins? Les 2/3 des Français, 66%, en première intention, pensent à leur médecin généraliste. Donc, il y a quand même un peu de fantasme sur l'idée que les patients adorent tellement aller aux urgences. Ce n'est pas le résultat qui sort. Le 15, 17% pensent spontanément au 15. 11% pensent à aller directement à l'hôpital et SOS Médecins, 6% seulement. Donc voilà. Après, on leur demandait plus précisément, on leur disait, voilà, en cas d'urgence non vitale, si vous avez le choix
entre aller aux urgences et avoir une consultation avec votre médecin généraliste, que préférez-vous ? 92% préfèrent aller chez leur médecin généraliste. 92%. Vous avez entendu, Jean-Paul Hamon ? Voilà. Il y a 8% des Français qui disent « je préfère aller aux urgences ». Et à noter quand même que c'est plus particulièrement le cas des jeunes, des 18-34, qui sont 17% à dire « je préfère aller aux urgences ». Mais peut-être parce qu'ils ne sont pas stabilisés encore avec un médecin généraliste, avec un médecin traitant. Donc ça, c'est leur préférence. Donc leur souhait, c'est plutôt quand même d'aller vers la médecine de ville que d'aller aux urgences. Là, on va rentrer dans une question qui est plus focalisée sur le comportement, la vraie vie quelque part, puisque là, c'était des questions d'opinion. La dernière fois que vous êtes allé aux urgences, finalement, donc là, peu importe pour quelle raison, quelles étaient les raisons qui vous ont motivé à aller aux urgences ? On voit que les raisons qui sont souvent évoquées, dont on a parlé il n'y a pas plus tard que 5 minutes, qui sont la gratuité, le fait qu'il y ait des examens immédiats, le fait qu'on voit un médecin même s'il y a de l'attente, etc. Toutes ces raisons-là restent quand même ultra minoritaires. Vous voyez, la gratuité, 5% des raisons évoquées. C'est plus pratique, 8% des raisons évoquées. Je suis sûre de voir un médecin même s'il y a de l'attente, 20% des raisons évoquées. Je suis sûre d'avoir dans la foulée les examens radio, les examens biologiques, 30% des raisons évoquées. Les deux raisons majoritaires, c'est d'abord parce que la personne estimait que c'était grave et que ça pouvait être pris qu'à l'hôpital, 73%. Et puis 65% des Français disent « moi, je n'avais pas d'autre choix ». Donc c'est plutôt là, voilà, c'est sur ce « je n'avais pas d'autre choix » qu'il faut sans doute travailler. Alors, dernier résultat, puis après je cède la parole. On leur demandait, pour finir, finalement, est-ce que le plan Ma Santé 22 est pertinent pour désengorger les urgences ? Seuls 10% des Français disent pourquoi pas, oui, pas mal. Et surtout, on voulait tester également les dernières mesures annoncées par Agnès Buzyn. Donc on leur disait les dernières mesures annoncées par la ministre. Donc il y avait l'admission directe des patients âgés à l'hôpital, la vidéo-assistance dans les EHPAD, l'orientation des patients vers les médecins de ville, les nouvelles missions pour les infirmières. Est-ce que tout ça arrive à convaincre que ça peut désengorger les urgences ? Là, il y a un mieux, il y a 18% des Français, mais 18% seulement, qui disent ben oui, ça peut désengorger, ça peut être efficace. Voilà. Merci Odile, c'est un sondage très, très, très intéressant, ça bat un peu en brèche certaines opinions qu'on peut avoir. Donc Jean-Paul Hamon, tout repose une fois de plus sur vous. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. En fait, je me marrais un petit peu quand je voyais que les SMUR nous renverraient les personnes âgées. Les ambulances nous ramèneraient les personnes âgées dans nos cabinets. Il faut savoir que les rares visites maintenant à domicile qu'on fait, c'est exclusivement pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Donc, je trouve ça plutôt plaisant que j'aille faire une visite dans une EHPAD, que je dise que la personne nécessite une hospitalisation et que je la retrouve à mon cabinet en arrivant. Donc, si vous voulez, tout ça, ça me paraît vraiment une grande plaisanterie. Donc là, non, mais attends, effectivement, il faut une vraie réforme, il faut un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et j'étais pas provoque quand je disais que, en allant au Danemark, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a pas de médecins dans les ambulances de SMUR. On supprimerait les SMUR dans les grandes agglomérations où on est à moins de 20 minutes d'un vrai service d'urgence. On pourrait penser déjà à réorganiser le système. C'est-à-dire que ça ferait d'abord du personnel supplémentaire dans les urgences, déjà, du personnel médical, et puis on pourrait répartir les SMUR là où il y en a vraiment, vraiment besoin. Parce que quand on est à moins de 20 minutes d'un vrai service d'urgence avec des vrais paramédics dans les ambulances, ça, ce serait des infirmières aux pratiques avancées ou vraiment des gens qui sont habilités à transporter les gens rapidement vers un vrai service d'urgence. Ça, ce serait un vrai service rendu aux patients. Ça, c'est le premier point. Si en plus, on va discuter sur ce premier point, peut-être sur le oui, parce qu'on n'a pas dû voir le même Danemark. Hein. Le Danemark, comme tous les pays d'Europe du Nord, comme tout maintenant les pays anglo-saxons, ont des SMUR médicalisés. Ils ont effectivement un niveau intermédiaire entre le secouriste de base et le médecin, qui est un niveau qui doit demain exister en France, très clairement. Nous, on le dit, on est les premiers à le dire maintenant. Mais il faut pas tout mélanger. Je crois que voilà, on a besoin effectivement d'un système gradué pour la prise en charge des urgences. Maintenant, la France, c'est le premier pays du monde pour les morts évitables. C'est en grande partie grâce aux SMUR, y compris dans les grandes villes, y compris à moins de 20 minutes. Mais ça, on ne va pas prendre un débat sur les prises en charge de différentes pathologies. Ce qui est très intéressant dans cette enquête, moi, j'ai qu'une réponse à cette enquête. Avant de vous déplacer, appelez.
Ça doit être le mot d'ordre qu'on donne aux Français demain. Appelle le 15. Avant de vous déplacer aux urgences, appelez. Alors, ce sera le 15. Ce sera un numéro santé unique. Ce sera... Je dirais, c'est pas le débat Aujourd'hui, actuellement. 15, oui. Mais avant de vous déplacer, appelez, parce que c'est par la régulation médicale qu'on va construire votre parcours de soins adapté en fonction des joueurs qu'on a dans l'orchestre. Il y a des maisons médicales, il y a des médecins généralistes qui répondent jusqu'à minuit ou pas, etc. On va jouer la note différemment. Si vous avez SOS médecin dans une ville ou pas, si vous avez des maisons médicales de garde, si vous avez des outils, Doctolib, Entracte, etc., qui permettent d'accéder aux cabinets médicaux. Mais c'est vraiment cette régulation médicale qui va pouvoir régler le problème. Et cette régulation médicale unifiée entre généralistes, urgentistes, toxicologues pour les centres antipoison, psychiatres parce qu'on a beaucoup d'appels qui nécessitent des réponses de psychiatrie, médico-social également parce qu'on a des problèmes complexes médico-sociaux. On va là vers cette plateforme polyvalente de régulation médicale qu'on appelle de nos voeux depuis des années. Elle sera beaucoup plus importante que celle que vous avez aujourd'hui, à votre avis, avec des gens mieux formés, il y a eu des accidents. Oui, alors les gens mieux formés, oui. Le métier d'assistant de régulation médicale, les formations commencent là sur 1 an de formation à partir d'octobre. Et puis surtout, c'est des systèmes qui vont être en réseau. Parce qu'ils n'étaient pas formés avant ? Ils étaient formés localement en quelques mois. Ça, c'est après la crise de Strasbourg que vous avez été ? Oui, tout à fait. C'est une François Braun, la ministre, prévoit, après on donnera la parole à Jean-Paul qui a envie de parler des CPTS. Voilà, mais justement, dans les hôpitaux, chaque GHT, dit la ministre, devra mettre en place un dispositif de gestion de lits dès 2020. Comment se fait-il qu'on l'a déjà dit que ça ne soit pas déjà fait ? De même pour la diffusion d'un outil qui paraît en effet indispensable, l'indicateur de besoins en lit qui devrait être opérationnel dès cet hiver. Alors, est-ce que vous allez faire tout ça ? Il faut le faire, c'est impératif. Nous sommes déjà en train de le faire. Le problème de la gestion de lit sur un GHT, c'est un problème qui est un tout petit peu complexe parce que quand vous avez des hôpitaux il y a des GHT qui font 150 km de long. Hein. Donc expliquer à une famille que la personne âgée, on va lui trouver un lit, mais dans l'hôpital qui est à 150 km, c'est un peu délicat. Donc il faut être pondéré là-dessus. Par contre, le besoin journalier minimum à lit, on le connaît dans tous les services d'urgence. Il est excessivement stable au cours de l'année. Si vous avez besoin de 20 lits d'hospitalisation par jour, vous aurez des jours 17, des jours 23. Non, mais toujours la même question. Pourquoi ça ne se fait pas ? Alors c'est l'entente entre le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et les autres. C'est un besoin de changement de paradigme à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est la seule solution. Le changement de paradigme, c'est que l'hôpital se tourne vers ses soins non programmés et non pas uniquement les soins programmés. Actuellement, l'hôpital gère les soins programmés et le reste, les miettes, c'est pour le non programmé. Le changement de paradigme, c'est de dire on s'occupe d'abord des soins non programmés, on sanctuarise les lits d'aval des urgences et on les sanctuarise y compris vis-à-vis du Copermo, et puis le reste, on organise le programmé. Quand vous allez dans un hôtel, on ne vous dit pas à la porte, on va vous laisser pendant 3 heures sur un fauteuil parce qu'on n'a pas de chambre. Je vois pas ce que le Copermo vient faire dans l'affaire, excusez-moi. Le Copermo, il a été fait pour diminuer le nombre. Alors, ceux qui savent pas. Le Copermo, c'est un programme de réduction de lits et de diminution des déficits des hôpitaux, pour être simple, qui était au départ plutôt pensé pour améliorer l'activité programmée, en particulier la chirurgie ambulatoire, la médecine ambulatoire, etc. Et qui ne devait pas, en logique, toucher sur les lits dont ont besoin les soins non programmés. On se rend compte qu'effectivement, il y a eu des réductions de lits, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et que ces réductions de lits, mais elles n'ont pas tellement touché le programmé. Et c'est les urgences qui payent un peu la question pour casse. moi, et puis il faut qu'il réponde. Mais le président de la FHP, de la Fédération de l'hospitalisation privée, Lamine Garbi, dans une conférence de presse il y a quelques jours, nous y étions, toi et moi, Philippe, a dit nous sommes disponibles, nous avons des places dans les cliniques privées, mais en réalité, il y a une rétention, enfin je fais court, une rétention d'activité par l'hôpital public. Il n'y a pas d'autorisation, oui, tout simplement. Alors, chiche. Moi, je lui dis chiche, parce qu'on vit ça tous les jours. Des refus de patients par des services d'urgence pourtant autorisés dans des cliniques privées. Moi, j'en ai tous les jours dans ma région. Des malades qui ne veulent pas aller dans les cliniques privées. Non, des refus. Des refus des urgentistes de cette même clinique ou des médecins de cette même clinique qui disent je ne prends pas de personnes âgées parce que je n'ai pas de gériatre, je ne prends pas de douleur abdominale parce que je n'ai pas de gastro-entérologue. Il faut qu'on organise un débat. C'est la vraie vie. Donc, moi, je lui dis chiche. Allons-y, augmentons les capacités. Ils prennent plus de patients dans leur service d'urgence. Vous savez, j'ai des réponses régulières. C'est on ne peut plus prendre de patients parce qu'on n'a plus de brancards. Mais vous croyez qu'à l'hôpital public, on sort des brancards comme ça de la cave par dizaines ? Nous aussi, on a des problèmes de surcharge tous les jours. Parce qu'il dit qu'il assure les consultations d'urgence au tarif conventionnel, lui.
Il nous Oui, a non, dit mais ça. les problèmes de tarifs, je ne vais même pas rentrer Pascal, là-dedans. la réponse est claire. Moi, je pense, dis chiche, allons-y, ok. chiche. Ok, Alors, on va passer- prendra attends, rendez-vous alors, avec la mine Garbi. Pascal, on va Et passer aux donc, questions. Il faut qu'on Alors, avance. Juste un tout petit truc Oui, sur, vas-y. sur le Et médico-social. après, Renaud Degas, les Juste un tout questions petit truc de- sur le Simplement. médico-social, parce qu'on va rentrer dans la grippe là. Il y a plein de personnes âgées Vous avez la grippe d'ailleurs. qu'on est obligé. Non, j'ai chopé un rhume à la manif l'autre jour, c'est pas grave. Et donc, il y a plein de personnes âgées qu'on est obligé d'hospitaliser parce qu'on n'a aucune réponse justement des services de ville, parce qu'on ne peut pas avoir un reportage de repas à domicile. Le type, il est peinard, mais s'il a 42 fièvres, il ne peut pas aller faire ses courses, il a personne, etc. Donc, on ne peut pas avoir une auxiliaire de vie en urgence, on ne peut pas avoir un reportage de repas en urgence, on peut avoir des infirmières libérales qui se déplacent et compagnie, mais bon, bien souvent, elles font les courses et compagnie, mais c'est anormal. Le médico-social est absent, le médico-social d'urgence, alors là, c'est... Moi, il y a 45 ans, j'avais tous les numéros des assistantes sociales, maintenant, je ne connais même plus leur nom. J'appelle, je n'ai jamais de réponse. Donc, si vous voulez, le médico-social, il est absent. Si on veut vraiment il faut responsabiliser aussi les CCAS et compagnie, et que si on veut vraiment avoir un problème avec les personnes âgées qui sont seules à domicile, il faut que ces gens-là soient réactifs. Vous voyez ? Et donc là, à un moment donné, on est obligé d'envoyer aux urgences. Voilà. Donc, ça, alors, Renaud, c'est pas la même qui va faire une téléconsultation. Hein, je te le dis. Renaud Degas, les questions de la salle. Alors, Enfin, de la oui, salle. alors je vous tourne le dos, je suis désolé. Mais il y a deux questions. Je vais m'arrêter sur deux questions. La première, vous avez parlé d'un problème global et de tous les acteurs. Il y a des acteurs de ville, les nouveaux organisateurs, on va dire, du soin de ville, qui ne plaisent pas à tout le monde, des réseaux, y compris ceux montés par des mutuelles, qui se proposent aussi de rentrer dans le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette proposition? Et une deuxième question qui est plus un comparatif avec ce qui peut se passer à l'étranger, où certains pays, pour désengorger l'accès aux urgences, n'autorisent l'accès aux urgences que si ça a été régulé en amont, sauf pour le vital. Voilà. J'imagine, vous l'avez déjà évoqué, est-ce que dans la culture en France c'est possible? Et du coup, on a bien entendu votre appel, c'est-à-dire appeler avant tout. Il y a une chose qui paraît absent aujourd'hui du débat, des discours politiques, c'est l'éducation du patient. Non pas pour le stigmatiser, mais on voit bien que c'est l'entrée aussi. Donc tout ce qui est non programmé, pourquoi aujourd'hui on n'ose pas, on a l'impression qu'on n'ose pas de parler de la responsabilité aussi des citoyens qui doivent être alertés, sensibilisés, éduqués. Jean-Paul Hamon, on en parlait un petit peu, la responsabilité des citoyens. Est-ce qu'il faut mieux informer les Français ? Oui, bien sûr, il faut mieux informer les Français. D'où le avant de vous déplacer, appelez. Je pense que c'est un message simple. Après, vous dites plein de gens veulent participer maintenant. Moi, je suis ravi, hein, c'est extraordinaire. Là, depuis quelques mois, tout le monde veut participer à l'urgence. Chiche aussi, allons-y. Plus on aura de musiciens dans l'orchestre, plus on fera de la belle musique. Donc moi, je suis d'accord, mais on vérifiera quand même que les gens ne jouent pas faux, quoi, hein, jouent sur la bonne note. Maintenant, vous dites il faut interdire quelque part hein, l'accès aux urgences si c'est pas régulé avant. Oui, non, parce qu'on a encore des infarctus qui arrivent sur leurs jambes hein, sans avoir été régulés. Alors si on met un téléphone devant la porte, c'est un petit peu ridicule. Comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Attention, ne pas comparer par le petit bout de la lorgnette. On est dans un système, les urgences, c'est un parcours de soins global. Donc dire, par exemple, il faut amener tout le monde aux urgences par un numéro d'appel unique 112, où on est tous là, la police, les pompiers, machin, etc. Oui, d'accord, ça se fait dans certains pays. 3 hein, en Europe. Il ne faut quand même pas fantasmer. Hein. Le numéro unique 112, c'est 3 pays en Europe seulement. Lesquels ? Alors, il y a un pays d'Europe centrale, il y a la Belgique, mais pas partout, la Belgique francophone, et en Europe du Nord, je ne sais plus, mais je peux vous les retrouver facilement. Répondu, oui. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on emmène tout le monde à l'hôpital. Très bien, j'étais voir à Madrid comment ça se passe, par exemple, juste la communauté de Madrid, mais les services d'urgence sont 3 fois plus grands, avec 3 fois plus de personnel. Parce que le tri, entre guillemets, des patients, il faut bien le faire à un moment donné. Notre système en France fait qu'on le fait par la régulation médicale, généraliste, urgentiste, on va pas revenir sur le détail. Dans les autres pays, ça se fait à l'entrée des urgences. Bon, bah, dont acte. Est-ce qu'on est prêt demain à multiplier par 3 les personnels de nos services d'urgence, à multiplier par 3 leur surface et à organiser tout l'hôpital autour des urgences? Je ne crois pas que ce soit notre... Vous avez le sentiment que les médecins suivent les soignants, les paramédicaux, notamment dans ces grèves, Alors, quel est votre sentiment ? Alors, la question est très très intéressante parce qu'on nous a reproché à SAMU Urgences de France de ne pas appeler à la grève. Je pense qu'il y a 2 combats et moi j'ai l'habitude de mener un combat l'un après l'autre.
peut-être le rugby, avant d'aller marquer l'essai, il faut gagner le ballon. Donc, il y a le combat des urgences qui est très particulier, et moi je suis ancré sur le combat des urgences. Après, il y a une problématique globale de l'hôpital public. Oui, les personnels paramédicaux sont mal payés dans l'hôpital public. Oui, il y a des difficultés globales, des problèmes de lit, etc. Mais pour moi, ce sont deux combats complémentaires, c'est pas le même. D'abord, on doit gagner ce combat des urgences. Pourquoi ? Parce que l'hôpital public, il peut encore passer l'hiver. Les urgences ne passeront pas l'hiver dans ces conditions. Donc il faut très vite apporter l'oxygène à nos services qui sont en train de mourir. Pourquoi vous ne soutenez pas les paramédicaux alors ? Non, c'est pas qu'on ne soutient pas les paramédicaux, c'est qu'on n'a pas appelé à la grève. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Bon, pour des raisons aussi sur la grève. Parce qu'ils sont partis sur un combat global. Et dans ce combat global, nous avons une intersyndicale qui est Avenir Praticien Hôpital, qui fait partie de ce combat global. SAMU Urgences de France, en tant que représentant strictement des urgences au sens large, préhospitalières et hospitalières, nous nous battons pour les urgences préhospitalières et hospitalières. Qu'est-ce qu'il va dire M. Carly, qui est vice-président chez vous, non, M. Carly ? Oui, il est président de plein de choses, hein, vous savez. Je ne sais pas ce qu'il va dire dans son rapport. À votre avis, je pense qu'on a il va être grands remis axes. quand, ce rapport ? Alors, ce n'est pas un rapport. Là aussi, on est dans quelque chose d'un petit peu nouveau. Ce sont des recommandations. Tout a été fait, ça a été dit. Les diagnostics sont faits, les traitements sont connus. Le malade ne veut pas se soigner. Qu'est-ce qu'il peut rajouter de plus à un pacte de refondation des urgences ? Il va nous détailler les mesures, parce que c'est quand même un peu flou. Oui, on attend, justement, on va attendre. On ne sait pas. Oriane Plumet, vous faites grève, mais vous travaillez. Donc, c'est une grève sans conséquence. Ça peut durer des siècles. Qui a dit il faut savoir terminer une grève ? Vous ne savez pas, vous êtes trop jeune. Maurice Thorez. Je m'en souviens très bien. Maurice Thorez, en 1900. le 11 juin 1936, on s'en souvient. On s'en souvient. Et le lendemain, il y avait des négociations à Grenelle. Alors, cette grève est assez particulière. Qu'est-ce qui fait que ça va se terminer quand même ? La satisfaction de vos revendications, mais manifestement, il y a une négociation. Moi, j'aime pas trop les sous-entendus de vous faites grève et vous travaillez, du coup, c'est facile de faire grève. Parfois, on a l'impression que c'est pris un petit peu comme ça. Ça n'a pas de conséquences, je veux dire. Alors, ça n'a pas de conséquences, ça dépend pour qui. Allez-y. Moi, je dirais, ça n'a pas de conséquences. Déjà, la première, c'est que les patients, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Alors, ils le savaient déjà avant. Les patients n'aiment pas être aux urgences. Ils attendent des heures, ça fait monter de la violence, de l'agressivité. Ça, c'est pas nouveau. Mais du coup, ils viennent nous questionner sur pourquoi est-ce que vous faites grève ? Mais je comprends pas. Effectivement, vous êtes en grève, mais vous travaillez, vous êtes souriant et agréable en plus. Ouais, oui, on essaie, effectivement, ça fait partie de notre job. C'est légal. Dans l'hôpital, si on doit faire grève, on est assigné à travailler. On ne peut pas dire on arrête les soins. Et encore heureux, puisque c'est pas le but de notre mouvement de se dire on arrête de soigner les patients. Alors, effectivement, peut-être qu'on peut dire du coup ça peut durer 107 ans. Bon, c'est pas le but non plus. Et là, on le dit depuis le début, nous ce qu'on attend c'est des mesures immédiates. On n'a pas envie de faire 3 ans de grève. Et puis c'est facile de se dire qu'on est assigné, mais tout le monde n'est pas assigné non plus. Dans des services, il y a des effectifs minimums qui sont décidés par les directeurs d'établissement, et les personnels, que ce soit médicaux d'ailleurs ou non médicaux, sont assignés en fonction de cet effectif minimum. Donc il y a quand même une partie des effectifs dans les établissements où ils sont suffisamment nombreux qui ne sont pas payés. Et où du coup se jouent des pressions avec les directions locales. Donc c'est pas facile de faire grève. Et on n'est pas à la volonté Quel est le rôle des juste de rester centrales gréviste. syndicales dans votre mouvement ? On travaille en collaboration. On a souhaité créer un mouvement qui partait vraiment de la base des personnels de terrain qui font remonter des problématiques, qui posent des propositions pour sortir de cette crise, comme on l'appelle. On travaille avec les syndicats parce qu'on a besoin de leur soutien logistique, de leur connaissance, de leur appui juridique, de tout un tas de choses. Maintenant, c'est pas les syndicats qui mènent notre mouvement. Mais qu'est-ce que vous répondez à François Braun quand il dit vos revendications sont très globales, c'est vrai, ou une augmentation de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, donc c'est très large. Et là, vous dites on veut des mesures immédiates. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir sortir ou non de ce Nos revendications, elles ne sont pas très larges. Nos revendications, elles sont très claires. C'est sur 300 euros. Sur l'Ondam, quand même. Alors, sur l'Ondam, nous, on ne l'a pas formalisé comme ça. Sur les revendications qu'ont posées le collectif Interurgence, qui a été signé après avec l'intersyndicale, c'est 300 euros d'augmentation de salaire pour tous les personnels médicaux, non médicaux, administratifs, techniques de l'hôpital. Ça fait combien sur un an, au total, vous avez calculé ? De 300 euros chacun ? Oui, pour l'ensemble du budget de la... moi, je ne suis pas économiste, j'ai pas pris tous les chiffres. Non, après, ça se médecins, aides-soignantes, infirmières,
Infirmier, 300 €. 300 €. À égalité. À égalité pour tout le monde. Et quand on Médecin dit que c'est aussi très large et que ça concerne tout l'hôpital, c'est pas entièrement vrai. Là, c'est ce qui a été voté la semaine dernière. Depuis les 6 derniers mois, c'était exclusivement pour les urgences. Là, effectivement, on a souhaité augmenter le rapport de force et de se dire qu'on sait très bien que le problème ne concerne pas que les urgences, donc élargissons au reste de l'hôpital. Mais les revendications, elles sont les mêmes. C'est 300 €, c'est des augmentations d'effectifs. Et là, effectivement, il y aura plus de disparité parce que ça a besoin d'être remonté service par service, hôpital par hôpital, d'être coordonné sur le territoire. Et après, c'est des augmentations de lits qui, là, pareil, devront être remontées service par service sur un territoire parce que les besoins ne sont pas les mêmes, parce que la population aussi en fonction des territoires n'est pas la même. On reparlait tout à l'heure de médico-social et effectivement le médico-social est absent des propositions de la ministre. On parlait aussi de créer qu'il y a plein de structures qui se proposent pour coordonner les soins, etc. Mais on a déjà des problématiques avec ça en France. Pas forcément sur de la régulation en amont des urgences, mais rien que sur, par exemple, vous prenez tous les associatifs, vous prenez les cas de maraude qui font un petit peu comme ça de social. Il en existe plusieurs, sauf que ça devient une espèce de course aux subventions. Ça devient des morceaux de soins qui sont pris comme ça à droite à gauche sur des maraudes qui sont spécialisées dans... Les contacts ne sont pas coupés avec la ministre ? Pour nous ? Et vous, oui. En fait, on n'en a quasiment pas eu. On a été reçus 2 fois au ministère, d'accord, certes, mais sur des propositions... Vous y allez tout à l'heure à dire, mais elle attend, la ministre attend que nous terminions les contrepoints de la santé. Non, on n'a pas été invités. Vous n'avez pas été invité, vous ? Non, on fera passer vos... Alors, quand elle a dit, visiblement, elle a dit qu'elle... Il nous faut conclure. Donc, chacun, comment on sort de la crise ? Une conclusion un peu à chacun en 2 mots. Comment en sortir ? Bon, vos revendications, vous avez mis un peu le niveau un peu haut, me semble-t-il, même si ça me paraît raisonnable, mais ça risque d'être difficile. Alors, on va faire un petit tour de table. Jean-Paul Hamon. En 3 mots, la vraie réforme n'a pas commencé. J'ai souvent répété la phrase de Jean-Marc Ayrault, l'hôpital ne devrait plus faire ce qui peut être fait en ville. Je prends souvent l'exemple de l'école de l'asthme où on mobilise des pneumologues, des internes, des infirmières pour dire aux parents qu'il faut enlever la moquette dans la chambre et mettre le cochon d'Inde ou le chat. Mais concrètement, Jean-Paul Hamon, on mobilise du personnel de façon inutile. C'est-à-dire que ça pourrait être fait en ville simplement. Vous êtes prêt à lever les CPTS, oui. J'ai monté un réseau de maintien à domicile de personnes âgées où il y avait 350 personnes en file active, où on faisait des prises en charge de la douleur chez les personnes âgées, où venaient les gériatres, les médecins libéraux, les infirmières, les kinés, les auxiliaires de vie à la prise en charge de la douleur chez les personnes âgées. Et alors ? Il n'a pas été, on avait 350 personnes en file active, on n'a pas été reconduit parce qu'on ne remplissait pas assez de paperasse. Donc les CPTS, j'ai déjà donné, c'est la victoire de l'administration française, on ne règle rien. On est prêt à organiser des soins non programmés en ville, mais on ne nous donne pas le minimum de moyens. On ne veut pas réguler l'accès aux urgences des patients. Philippe ne vous demande pas ce que vous ne voulez pas, il vous demande ce que vous allez faire. Ce qu'on veut, ça fait... J'ai fondé une maison médicale de garde intercommunale. Je demande le tiers payant depuis 15 ans. On ne veut pas me donner un numéro de finesse, on ne veut pas me reconnaître comme établissement, je ne peux pas faire le tiers payant intégral. Or, quand vous dites que ce n'est pas une question d'argent, je regrette quand vous avez une mère de famille qui débarque avec ses 2 enfants qui ont 38 et 39 à la garde et qu'on va demander 2 fois 65 €, je vais vous dire 130 €, même si vous faites la carte bleue, la CPS et compagnie, ça leur fait un peu mal. Donc on ne peut pas l'avoir. Ça fait 15 ans que je demande le tiers payant, je ne l'ai pas. Donc ne dites pas qu'on ne veut pas. On a essayé plein de trucs. Vous considérez que c'est un honneur pour un médecin de prendre des urgences ? Mais c'est notre boulot. Oui, c'est votre boulot. C'est notre boulot. C'est même pas un honneur dans le fond. Les soins non programmés, c'est notre boulot. Accueillir correctement les patients avec du personnel. François Braun et mais Jean-Paul Hamon, parce que c'est toujours un peu le même discours. Vous proposez. C'est pas le même discours. Malheureusement, c'est le même discours parce que. Mais moi, je finis par fatiguer. Tu vois, j'ai 73 ans. Je continue. Vous le faites pas. Ouais, ça maintient. Mais écoute. Il le dit. Ne cherchez pas des compliments. Jean-Paul Hamon. D'accord. Je fais ce boulot parce que je suis dans un groupe de 5 généralistes. On assure les soins non programmés, etc. On se pose pas de questions. Les secrétaires se font engueuler régulièrement maintenant parce qu'autour de nous, ça se désertifie. Voilà. Et le vrai problème, c'est la désertification libérale. Bah oui, et c'est une vraie réforme, ça n'a pas eu lieu. Elle a perdu 2 ans. On va attendre un peu. Là, c'est François Braun, alors, comment on sort de la crise ? Plus court, est-ce que vous pensez qu'il y a une amorce de sortie ? Est-ce que la milice fait des efforts ? Elle dit on va ouvrir des lits dans certains endroits, peut-être des augmentations. Et puis Oriane Plumet, vous conclurez. En juin, j'avais interpellé la ministre, qui est venue à notre congrès, sur la problématique et la crise actuelle. Et je lui avais demandé un cap. Je lui ai dit, on va où ? Quels sont nos objectifs à court, moyen et long terme ? Force est de constater que là, elle nous donne des objectifs à court, moyen et long terme. C'est peut-être pas encore très bien expliqué, il faut reconnaître. On n'a pas encore le détail. On a 2 mois, si j'ai bien compris, pour détailler ces mesures.
j'ai envie de dire, allons-y. Allons-y, et puis nous aurons un indicateur, en tout cas c'est ce que nous allons surveiller de très près, c'est d'inverser la courbe de fréquentation des urgences. Et si effectivement on diminue la fréquentation des urgences, vite, et si on fluidifie notre sortie d'aval, eh bien c'est qu'on va dans la bonne direction. Mais allons-y, pour une fois qu'on a une vision globale du problème, essayons. D'accord. Odile Plumet, à vous la conclusion. Est-ce que vous passerez l'hiver ? De toute manière, ça fait des années que c'est comme ça. Donc quand on dit qu'on passera ou pas l'hiver, oui, on le passera. On y laissera des plumes. Que ce soit autant pour les patients que pour les soignants. On verra à quel point le turnover aura continué d'augmenter. Mais est-ce que vous pensez un peu à un dégel des relations avec le pouvoir public pour avancer ? Là, je pense qu'il faudrait qu'on ait déjà plus de contacts avec le pouvoir public, qu'on ait des vraies négociations qui s'ouvrent. On n'est pas contre participer à la mission. On l'a fait, on a émis notre propre rapport avec plus d'une vingtaine de propositions. Il n'y en a aucune qui ont été retenues dans le cadre des premières mesures, du premier bilan qui a été présenté. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui va se continuer, entendu, allons jusqu'à novembre. Nous, on aimerait bien, dans l'immédiat, déjà, pouvoir avoir des mesures qui nous permettent de sortir, justement, de cette crise. Parce que la crise des urgences, c'est pas une crise, c'est quelque chose qui est latent, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Là, on parle de crise parce qu'il y a un mouvement de grève derrière. Et bien, très bien, terminons le mouvement de grève et continuons sur notre lancée, effectivement, de cette vision globale de faire un projet à plus long terme. Merci Oriane Plumet, merci Pascal. J'espère que l'appel sera entendu par la ministre tout à l'heure. Bien sûr, je pense. Merci aux équipes, merci à François Millet, Emmanuel Tay, à LDC Santé, la veille des acteurs de santé et Hortus. Merci aussi à nos partenaires, BVA, Canon Médical, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD. Vision Équerre. Et le prochain contrepoint de la santé sera le 23 octobre, notez dans vos tablettes, et on abordera l'éthique et plus précisément la bioéthique. Ouais, Philippe, qui a dit à tout problème complexe, il existe une solution simple et fausse ? Et fausse, Bernard Shaw. Paul Valéry.